Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, on a fait un microbit avec une LED, un tableau, on a fait un petit bouton, on a fait qu'on puisse cliquer à la souris dessus. Maintenant, faudrait faire que ça soit compatible avec la réalité virtuelle. Alors, on peut télécharger des grosses librairies super lourdes, mais nous, ce qu'on veut faire pour l'instant, c'est pour apprendre Godot, c'est de détecter une collision entre ce carré et cette petite boule qu'on va mettre sur l'index du joueur. Donc, l'idée, c'est de détecter une collision pour faire une action comme un bouton. Comment on peut faire ça? En utilisant ce qu'on appelle des areas 3D. Donc en Godot, quand une area touche une area, ça émet un événement et ça va nous permettre de détecter cette collision. On va pas parler des layers, des masques et des groupes qui nous permettront d'éviter les collisions entre différents objets dans cette vidéo-là, c'est pour la vidéo suivante, mais c'est un peu ça l'idée. Ici, il y a un petit code que j'avais préparé pour la vidéo, qu'on va utiliser au fur et à mesure, donc je passe. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Déjà, comme vous avez pu comprendre, il nous faut une petite scène de démo. Voilà, qu'on va créer ici dans notre scène de démo. Vous voyez qu'on crée à chaque fois une scène de démo, on montre que ça marche, on fait le code et puis on passe à une autre. Donc ici, notre but c'est de faire une démo où on va détecter des collisions entre différentes zones. Donc on doit rajouter donc deux zones au minimum. La première, c'est un gros cube, donc un petit mesh instance 3D, voilà, magnifique. On y rajoute du coup, comme vous en doutez, un area 3D. Ce area 3D, on y rajoute un collider shape 3D de forme carrée. Et tada! Maintenant, il nous faut une deuxième zone, donc on recrée un petit point. Et ce point, c'est une sphère. Donc on fait un petit node 3D, hop hop hop, on lui donne un petit nom. Interactable source, c'est pour dire que c'est une source avec laquelle on va interagir dans le jeu. Il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, moi dans mes codes, j'utilise l'interactable source pour savoir quel est son nom, est-ce qu'elle est en train d'être active ou des trucs comme ça. On va pas faire ça dans cette vidéo. On rajoute du coup une petite area 3D qui, elle, sera une collision shape sphérique. Magnifique. Et voilà, on a le début du truc. Bon, maintenant, il nous faudrait un petit script pour détecter les collisions. Donc trouvons-lui un petit nom. Microbit, je sais plus ce que j'ai choisi, mais je sais bien que j'ai hésité pendant pas mal de temps, donc je skip. Voilà. Je crois que je l'ai appelé classe aria. Je l'ai appelé collidable aria 3D. À vous de choisir le nom qui vous intéresse. Donc rappel, hein, nom de fichier parce que alors, snakes, nom de la classe en Pascal case. Donc snake Pascal. Magnifique. On a ready, on a process. Nous, ce qu'on veut, c'est le début du code. Alors, si vous demandez à une IA ou Google ou Internet, il va vous dire ah du coup en Godot, ça ressemble à ceci. Donc je copie le code à la petite nuance que underscore body, c'est quand vous faites des collisions entre deux objets qui ne doivent pas se traverser. Ma main et un mur, le ballon et la tête d'un joueur, une balle et un adversaire, c'est des bodies, ils ne doivent pas se traverser. Nous, c'est des areas, donc ici, il va falloir qu'on change ça juste après. Par contre, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas gérer ça dans cette vidéo-ci. Dans la vidéo suivante, il va falloir valider si la collision entre les deux objets, elle est valide. Est-ce qu'ils font partie du même layer? C'est-à-dire, est-ce qu'ils font partie tous les deux de la même famille? C'est-à-dire, est-ce que j'autorise cet objet à toucher tel objet? Donc ça, c'est le sujet de la vidéo suivante. Donc je le mets entre parenthèses, mais je le prépare déjà. Donc je lui dis que pour le moment, tout sera accepté. Donc peu importe l'objet qu'on me donne, ce sera accepté. Mais je mets quand même déjà le code. Et donc voilà, ici je dis s'il n'est pas accepté, je me barre. Voilà, je vais pas plus loin. La collision, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que la collision. Je sais qu'il y a une collision, mais je m'en fous. Et puis j'affiche un petit message comme quoi on m'a touché. Hey, you touch my tralala. Et si jamais on sort de la zone, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la collision, on dit que c'est bon, il n'y a plus de collision. Magnifique. Alors, ici, du coup, si je fais play, il va rien se passer. Déjà parce qu'on n'est pas dans la bonne scène, hein. Donc set main scene. Allez, tu peux y arriver. Hop, hop, hop. Magnifique. Ensuite, aussi parce que c'est un body et des areas, et donc les deux codes ne fonctionneront pas. Donc on va rajouter une petite caméra, une petite lumière, comme toujours. Magnifique. Pop, pop, pop. Ok. Alors ici, petite particularité. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre cette sphère et de la bouger en temps réel, ce qui ne marchera pas? Ou est-ce que j'ai envie de la bouger et de faire play, et puis d'attendre que ça marche, et puis de refaire play, et puis de montrer que ça va être chiant, ça va être très long. Donc pour pouvoir tester notre code, ce serait bien que la boule, elle parte de là,
qu'elle aille à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. Vous voyez un peu l'idée? Ça, c'est ce qu'on appelle une animation. C'est le petit bouton que vous voyez pas ici en dessous. C'est ce qu'on appelle une animation. Donc pour faire une animation, bah, on va faire un petit point ici en route, puis on va faire un autre petit point qui va bouger et on va mettre notre objet dedans. Donc on va faire un petit node 3D, voilà, Animated Collision, puis là qui s'appelle Point to Move, c'est lui qu'on va bouger. Voilà, on va aller dans animation, ok, on le met dans le petit pot là-bas pour que ça reste ensemble. On fait une nouvelle animation avec un petit nom, genre Move Test, Move Left Right, magnifique. Ensuite, on peut rajouter les propriétés par ici, mais c'est pas toujours idéal et je suis pas fan, je préfère utiliser la petite clé, mais je me souvenais plus de la clé quand j'ai fait la vidéo. Donc voilà, si vous faites l'erreur. On va supprimer celle-là, voilà, magnifique. Donc on bouge la sphère à l'endroit où on veut, et alors vous voyez, il y a des petites clés qui sont apparues. C'est parce que on est dans animation. Donc ici, je bouge ma sphère, je pousse sur la clé, et vous voyez, ça a rajouté ce qu'on appelle une keyframe, c'est-à-dire un endroit en disant à 4 secondes, la boule, elle aura besoin d'être là. Bon, là, ça marche pas parce que comme un débile, j'avais oublié de retirer cette partie-là, et donc du coup, elle va pas bouger, il va falloir le temps que je comprenne, mais ça a marché. Je viens au tout début, et j'enregistre la keyframe. Alors ici, on demande que ça fasse du ping-pong, c'est-à-dire que ça parte et que ça revienne. Et alors, ce qu'on a besoin, c'est que ça se lance au démarrage. Donc pour se lancer au démarrage, on va dans l'animation et on clique ici sur la petite icône autoplay. Ça marche toujours pas, mais ça aurait dû, c'est juste, je me suis planté. Donc on revient dans l'animation, on essaie de comprendre pourquoi ça marche pas, pom 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 pom, voilà. On voit que ça aurait dû, on voit que la balle elle bouge pas, et je me dis: «Ah attends, c'est quoi?» Et là normalement, je réenregistre les clés juste pour être sûr, en me disant: «On sait jamais que c'est moi qui ai fait une erreur». Voilà. Puis là je comprends normalement que c'est ce truc-là. Allez, vas-y, tu peux le faire. Je l'ai laissé à la vidéo parce que si ça vous arrive aussi, au moins vous comprendrez, vous savez d'où vient l'erreur, quoi. Voilà. Allez, clique sur la poubelle. Ouais! Et voilà, on a une jolie petite sphère qui bouge de gauche à droite. Donc c'est ça les animations dans Godot. Ce qui est bien, c'est que dans Godot, c'est sauvegardé dans l'animation et pas dans un fichier, ce qui évite de perdre les choses, parce qu'en Unity, c'est enregistré dans un fichier, il faut jamais perdre le fichier. Si quelqu'un le supprime accidentellement, ça pète tout le truc. Non, ici, ça va s'enregistrer directement dedans. Ok, donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on dépose notre fameux script sur l'area 3D, et on peut constater qu'il se passe toujours rien. Ah oui, parce que j'ai mal nommé ma méthode, donc c'est ça qu'on va devoir aller corriger maintenant. Et là, pour l'instant, au moins, on a une petite boule qui bouge. Tada! Ok, allons voir au niveau du script. Alors, au niveau du script, ici, on peut voir que j'ai mis onBodyEnter. Et c'est pas vraiment onBodyEnter. C'est onAreaEnter, et puis ici, body. Et alors, vous allez voir que je me plante dans la vidéo, parce que je corrige body et je mets area, mais j'ai oublié de changer Node 3D ici. Ici, je mets area à la place. Voilà. Alors, area enter, area exit. Et alors, je ne sais plus si c'était avec ED, donc je suis allé voir, mais c'est bien exited en Godot. Donc, c'est on area entered et on area exited. Magnifique. On fait play. Et marche toujours pas. Bah oui, parce que j'ai renommé, mais j'ai pas changé ici le type d'objet. Et le type d'objet, c'est les areas 3D. Du coup, ici, bah, du coup, vu que j'ai changé en faisant des copier-coller, bah, c'est area et plus body. Donc ici, j'avais eu un doute, je me suis dit, tiens, je l'ai mal casté, il a fallu que j'arrive à comprendre. Non, c'est juste que ici, vous voyez, c'est pas les mêmes noms de variables. Magnifique, c'est bon. Donc vous voyez qu'il y a eu ce qu'on appelle un casting automatique, c'est-à-dire que je lui demande un node 3D, je lui donne un area 3D, vu qu'un area 3D c'est un node 3D, bah, il m'a dit ok, c'est bon, je prends. Alors ici, ça marche toujours pas. Pourquoi? Bah, parce que j'avais oublié de faire un petit détail, c'est de faire ce qu'on appelle un connect. Alors, je sais pas si c'est tout de suite dans la vidéo que je vous montre ça, mais c'est parce que j'ai oublié de mettre connect dans Ready. Donc là, c'est les méthodes qu'on va appeler, ok, magnifique, mais dans notre petit point de départ du script, ici dans Ready, on va devoir dire, bah, en fait, je vais dans l'événement de area 3D, area enter, area exit, donc dans ce signal, et je dis, bah, quand quelqu'un rentre dedans, tu m'avertis et tu me donnes les infos à cette méthode.
Et quand tu pars, donc quand tu détectes que quelqu'un sort de ta zone, tu connectes à cette méthode et tu me donnes les infos de qui est sorti de la zone. Tada! Et ready, c'est au moment où le script 3D commence. Enfin, le script qu'on a mis sur l'area 3D commence. Donc ici, hop, on voit que finalement maintenant ça rentre bien dedans. Titre. Et voilà! Hey, you touch my tralala. Leaving so soon? Donc maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est de transformer ça en un bouton au final. Donc il va falloir faire un petit export var et on va le dire genre est-ce qu'il est dans la zone? In zone node. Alors, avant de faire un bouton, on a cette fameuse problématique dont je vous parlais au tout début. Ok, c'est bien beau de détecter une collision, mais une main, c'est plusieurs collisions. Vous voyez, il y a plusieurs doigts. Donc je pourrais commencer à toucher avec l'index de gauche, et puis mettre l'index de droite, retirer l'index de gauche, et du coup, il devrait toujours être touché. Donc il nous faut cette notion de retenir qui est en train de me toucher, et est-ce qu'il y a au moins une personne qui me touche. Voilà, qui m'a touché. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de petite liste, un array node 3D, magnifique. Et on va lui dire, ok, est-ce que l'objet qui me touche pour le moment, l'area, est déjà ou pas dans cette liste. Et vous voyez qu'en Godot, il ne se casse pas la tête à faire des librairies assez compliquées, c'est juste, est-ce que tu possèdes, has, l'area qui est dedans? Si oui, sinon, tu m'ajoutes dans la liste. Happen, c'est-à-dire ajouter à la liste. Et voilà, et donc on dit c'est bon, j'ai rajouté ce gars-là qui est nouveau dedans. Magnifique. Maintenant, il faut faire la même chose en inverse, donc c'est-à-dire est-ce que tu es présent? Si oui, à ce moment-là, il faut que je te retire de la liste. Et retirer de la liste, c'est erase. Pour dire retire-moi cet élément de la liste. Et ensuite, on affiche le nombre de personnes qu'il y avait dans cette liste. Donc maintenant, si je fais play, on devrait pouvoir voir quand quelqu'un rentre et le nombre d'éléments qui sont dans la liste. Voilà, on a un élément, on en a 0. On en a un élément, on en a 0. Bon, du coup, pour faire des tests, il faudrait dupliquer. Donc on va aller prendre notre objet, on le duplique, on met une petite boule, on fait play, et là, tada! On a 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0. Et voilà. Donc on peut bien détecter qu'il y a deux objets qui sont entrés en collision avec mon area 3D. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement que détecter la collision, c'est transformer ça en un bouton. Donc on va aller regarder un petit peu à ça. Pour ça, du coup, il me faudrait un petit export. On va le nommer isActif. Le problème, c'est qu'isActif, c'est peut-être un peu dangereux parce qu'il y a peut-être d'autres scripts au-dessus qui appelleront isActif, mais allez, on va dire isActif. Function, set as active. Donc là, on dit mets-moi en tant qu'active. J'ai mis un petit tiret devant parce qu'au début, je pensais qu'il y aurait que ce script-là qui aurait besoin de le set. D'ailleurs, je crois que c'est toujours le cas à la fin. Bah oui, parce que vu que c'est la collision avec l'objet 3D qui le met à vrai ou à faux, un développeur n'est pas censé venir changer cette méthode-là. Donc pour la rendre entre guillemets privée, on met un underscore pour dire aux autres développeurs, venez pas le chipoter avec, vous n'êtes pas censé chipoter avec. Donc là, il y a un code à moi qui va dire est-ce qu'on est actif ou pas. Alors, check if actif. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a un petit cas un peu particulier. Admettons, la boule, elle rentre dans ma collision, et puis le joueur fait disparaître la boule. Genre, il y a une balle qui vient, elle me touche, et puis le code fait disparaître la balle. Du coup, je suis toujours touché parce que la liste, elle est supérieure à 0. On a nul dans la liste. Ce qui veut dire qu'il va falloir checker régulièrement si il reste des éléments dans la liste. Enfin, s'il n'y a pas des nuls, donc des objets détruits dans ma liste. C'est ça que je rajoute check if actif. C'est un autre sujet. En fait, c'est un autre sujet. C'est le sujet qui suit. Désolé. Pour l'instant, on était juste en train de faire un petit est-ce que je suis actif ou pas? C'est actif. Ah oui, ok, oui, non, je vois ce que je veux dire. Qu'en fait, check is active, c'est-à-dire demande au script de se mettre à jour sur le fait que oui ou non, il possède un élément. Et ensuite, on appelle cette méthode privée et on lui dit avoir un élément pour nous, c'est-à-dire que la taille est supérieure à 0. Donc s'il y a un élément dans la liste, c'est que je suis actif. Donc ici, on lui donne le true. Alors on fait comme pour les boutons des vidéos précédentes, c'est-à-dire est-ce que j'ai changé récemment? Si la valeur que tu me donnes elle est différente de celle que j'ai pour le moment, c'est que j'ai changé. On remplace la valeur actuelle par la valeur qu'on me donne. Magnifique.
Puis on dit, bah, si j'ai changé, je vais envoyer un événement au designer. Si jamais j'ai changé et que je suis actif, un autre. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des signaux. Donc il va falloir qu'on les rajoute. Donc on, down, on, up, on, changed, on active state change ici. On lui donne la valeur qui a changé, qui est une vraie ou faux. Et alors normalement, on a un active update, mais ici, c'est pas vraiment le cas normalement. Alors, magnifique, on met l'événement, puis on émet la valeur. Donc ici, si jamais il a changé, on dit que ça a changé. Si jamais il a changé et que c'est actif, on dit que c'est down. Et si c'est non, c'est up. Magnifique. Donc là, on vient de permettre au game designer de s'abonner au fait que le cube a été touché par une autre zone. Et être touché par une autre zone, c'est-à-dire avoir au moins une autre zone qui est en collision active avec. Alors, comme je vous disais, le petit problème, c'est admettons qu'on détruise mon objet en plein milieu, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut retirer cet élément 3D. Donc ce qu'on va dire, c'est que à chaque fois que la zone est touchée, eh ben, on va relancer le script de vérifier quel est son état, déjà pour changer le vrai ou faux, mais aussi pour après vérifier qu'il n'y a pas un nul dans l'équation. Donc ici, hop hop hop, down up, on va essayer de faire un petit debug pour voir que ça fonctionne. Je suis un peu en avance sur la vidéo, je suis désolé, c'est pour ça que des fois je dis les choses. Donc voilà, down, up, magnifique, ça a l'air de bien marcher, changed. Donc les signaux, ils devraient être émis, magnifique. Ici, ce que j'essaie de faire, je vais skipper un peu, c'était de vous montrer le fameux exemple où je détruis un objet en plein milieu. Mais en fait, c'était pas si simple, c'est pas comme dans Unity où c'est assez simple de chipoter sur la scène. Et vu que c'était pas simple, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on skip, je vais vous expliquer comment on fait, mais je vais pas vous montrer je vais pas vous montrer que ça marche. Donc du coup ici, où est-ce que je suis? Désolé, j'ai skippé un peu des trucs. Ah oui, alors. Magnifique, ça veut dire que quand un élément rentre, on vérifie qu'il n'y a pas des éléments nuls dedans et on vérifie quel est son état actuel. Est-ce que j'ai ou pas des cubes en collision? Le problème, c'est que si on détruit en plein milieu, il n'y a pas cet événement. Et on va pas le mettre dans le update parce que ça veut dire mettre 200 fois par seconde le check, pas une bonne idée. Donc ce qui serait intéressant, c'est de rajouter un timer qui dit bah, vérifie toutes les 0x secondes, genre 0,1 seconde, si il y a toujours bien un élément dedans et s'il n'y a pas des nuls, c'est-à-dire des objets qui ont été détruits. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle un timer, donc on va faire timer.new. Wait time, c'est le temps qu'il faut attendre. Auto start, c'est-à-dire tu démarres tout seul. Et timeout, c'est à chaque fois que tu as fini d'arriver au bout de la boucle du timer, tu me préviens que quelque chose s'est passé. Connect, c'est-à-dire je m'abonne au timeout. Et donc ici, magnifique. Et alors le addChildren, bah en fait on a créé un node 3D, c'est-à-dire un élément qui est dans la scène. Et addChildren, c'est-à-dire ajoute-le à mon niveau, à l'endroit où je suis pour le moment. Donc c'est-à-dire dans Area 3D ici. Donc ici on va faire une petite méthode qui s'appelle remove null in array and check. Voilà. On va le mettre dans le fameux timeout là, en disant bah toutes les X temps tu vérifies. Magnifique. Maintenant qu'on a préparé ça, bah, on va aller vérifier, hein. Alors, petite particularité. Si vous vérifiez après des null pointer exception, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un élément qui est nul, et que vous retirez les éléments au fur et à mesure que vous parcourez votre tableau, vous allez faire une petite erreur de débutant. Bah oui, parce que votre tableau, il fait, par exemple, il fait 20 éléments. Si vous en retirez un élément, il fait 19 éléments. Si vous en retirez les 18 éléments. Mais au tout début de votre boucle, vous avez dit, fais-moi ça 20 fois. Et donc ça va créer des problèmes. On ne peut pas éditer une liste qu'on est en train de faire en la parcourant. Donc du coup, il y a une technique qui est de la parcourir depuis le sens inverse, c'est-à-dire du bout de la liste jusque 0. Et du coup, il faut voir avec vous quelque chose que j'ai pas encore vu, c'est les for. Alors vous voyez dans les for, on a for range qu'on a déjà vu ensemble dans une vidéo, qui veut dire tu vas de 0 à 3. Donc ici à 3 exclusif, donc 0, 1, 2. C'est comme si je lui donnais un tableau 0 à 2 et que je lui disais vas-y,
donne-moi les indices et on parcourt ce truc-là. On peut faire la même chose ici, en commençant de 1 à 1 plutôt qu'à 0. Donc j'ai dit parcours de 1 à 3 exclusifs. Magnifique. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait faire aussi dans l'autre sens. On dit, tu commences à 2, tu vas jusqu'à 8, mais plutôt que de monter 1 par 1, tu montes par 2 unités. Donc 2, 4, 6, 8. Exclusif pour le 8. Donc ça fait 2, 4, 6. Magnifique. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est aller dans le sens inverse, c'est-à-dire je vais sur le chiffre numéro 8 jusqu'à ce qu'on atteigne le chiffre numéro 2, d'accord? Et je vais faire moins 2 à chaque itération. Donc ici, 8, 6, 4, et puis bah, au lieu d'avoir 2, vu que c'est exclusif, on va s'arrêter à 4. Vous voyez un peu l'idée? Donc on peut aller du sens inverse de la ligne, donc range de 8 à 2, en allant en négatif. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir besoin. Et vu que je ne me souvenais pas de comment on faisait, bah, je suis allé voir un peu dans la doc comment on faisait à Fort et comment eux voulaient le faire. J'avais quand même bien un doute parce que c'était la première fois que je le faisais en sens inverse sur Godot. Donc du coup, j'ai pris un petit temps à réfléchir, à essayer de comprendre ce qui se passe. Donc je vais skipper un peu. Alors nous, ce qu'il nous faut, c'est de faire qu'on va du bout de la zone, c'est-à-dire size moins 1, jusque bah, du coup 0, mais supérieur à 0 du coup. Alors vu que je me souvenais plus en Godot comment on faisait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en C#, et puis j'ai demandé à l'IA de me dire si c'est bien comme ça qu'on devait faire. Donc ici, je dis voilà, en C# j'aurais fait ça, un petit for, où on dit voici le poids de départ, voici le poids de fin, voici la décrémentation, ça donne quoi? Donc j'ai demandé à Gemini, voilà, Gemini, il m'a donné 2-3 infos, je suis allé lire les infos en me disant tiens, qu'est-ce que ça fait? Gna 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 gna. Gemini m'a répondu une connerie, donc je suis allé voir chez ChatGPT, elle m'a répondu ça, et ça me paraissait déjà plus probable. Vous voyez ici, on fait de la size du tableau jusqu'à -1 exclusif, donc 0, et on descend de 1 par 1. Puis on a remove at qui permet de dire retire à. Voilà. Donc du coup on a range, je pars de la taille du tableau -1, je vais jusqu'à 0, c'est-à-dire -1 exclusif en faisant des unités -1 à chaque fois là. Et une fois qu'on tombe sur un élément ici, on fait remove at i, c'est-à-dire retire-moi l'élément qui se trouve à l'index qu'on est en train de parcourir. Donc par exemple, je suis à 7 et on détecte que c'est nul, bah, je vais devoir faire remove at et puis mettre 7. Alors le problème c'est qu'on ne veut pas tous les retirer, nous on veut retirer seulement ceux qui sont nuls. Donc j'ai dit est-ce que l'élément que je suis en train de parcourir, là, le i dans le tableau, il est nul? Si oui, je retourne, je remove ce truc. Tada! Et voilà comment on fait une boucle partant du sens inverse d'un tableau pour retirer des éléments. Maintenant que l'élément, on sait qu'il n'y a plus de nul dedans, on fait un petit check if actif. Et ça, ça nous permet de mettre à jour si oui ou non il reste un élément qui est en collision, vu qu'on a fait ça plus tôt. Tadadadam, tadadadam. Bon, pour montrer que ce code-là fonctionne, ça va être un peu chaud, parce qu'il faudrait que je détruise l'objet au moment où tu es dedans et tout, et bah, Godot, il est pas nécessairement bien pour faire ça, parce que il te laisse pas supprimer les objets, il faut être au bon moment et tout, enfin, il faut être préparé, quoi. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je laisse tomber, on sait que ça marche, mais il faudra vérifier que ça marche. Vous voyez ici, quand je vais dans Remote, ici, c'est-à-dire dans la zone Remote de Godot, on peut voir qu'à chaque fois, hop là, lui il vient de toucher, donc il rentre dedans, et puis il sort, donc on voit le tableau qui augmente et qui diminue, et qui met à vrai ou qui met à faux. C'est pas beau? Génial, hein? Alors ça paraît con, mais maintenant, du coup, on peut faire des jeux qui ont des interactions en réalité virtuelle. Vous pouvez faire un jeu où si vous poussez sur un bouton rouge, il y a une bombe nucléaire qui tombe. Vous pouvez faire un jeu où on vous lance des bananes et il faut les ramasser avec un sabre, parce que vous mettez juste un œret sur la banane, un œret sur le sable, et vous avez comment on appelle ça encore, un Fruit Ninja, hein. Donc, des fois, le jeu vidéo, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Un truc qui fait apparaître des fruits, un truc qui fait des collisions, on fait exploser les fruits et tada! Bon, mon jeu il a craché, donc je le relance. Hop hop hop. Magnifique. Alors maintenant qu'on a le code, comme pour les autres, bah, il faut finir cette vidéo gentiment.
Donc, on retourne sur mon tactical button, qui est le fait de toucher d'avoir un bouton qui est touchable. Et on veut aller l'éditer. Bon, bah du coup, on va dans ce bouton, on rajoute un area 3D, voilà, comme ceci. C'est pas le même que pour cliquer, hein, parce que ça peut avoir des tailles différentes et tout, donc il vaut mieux en créer un deuxième. Ce area, on lui met un petit shape dessus. Vu qu'on a dupliqué, c'est bon, on a déjà la shape. On dit que si jamais mon bit area collider il est down, bah, on dit qu'on pousse le bouton, vu qu'on a fait le signal. Quand il est up, pareil, on relâche le bouton. Et là, on a un petit problème de base. C'est quoi ce petit problème de base? Bah, en fait, notre bouton ici, il est faux. Je clique avec la souris, il est vrai. D'accord? Je passe mon doigt dans le cube et j'arrête de passer mon doigt. Il devrait être à faux et pourtant mon bouton il est toujours enfoncé à vrai. Vous voyez que quand vous avez plusieurs sources de collision pour passer un bouton de vrai à faux, ça crée des petits problèmes qu'on va ignorer dans cette vidéo aussi, mais ça peut créer des bugs. Donc pour pouvoir éviter de créer ce genre de bug, il nous faudrait une sorte de script qui vérifie que l'un de ces éléments est vrai, et puis là on voit le signal. Mais pour vérifier que un de ces éléments est vrai, il nous faudrait un petit get et un petit set pour pouvoir demander bah, c'est quoi ton état actuel. Et ça, get dans notre projet, on l'a pas encore fait sur nos scripts qu'on vient de faire ensemble. Donc allons changer ça. Donc ici, je rajoute un get dans le tactical bouton que j'ai fait dans la vidéo précédente parce que j'en avais pas mis. Voilà. Get current button, voilà, return. On lui donne l'état. Magnifique. Pop, pop, pop. On est bon. Puis on va dans le node qu'on a fait aujourd'hui, on remet les méthodes, hein, mais ici on n'a pas encore créé cette notion de vrai ou de faux. On a créé la condition, mais on n'a pas créé la variable qui permet de stocker et de dire hey, pour le moment je suis dans cet état. Ici on fait supposite state, ou je l'ai mis supposite pressing state, un truc dans le genre. Pressing state? Ouais, pressing state, c'est bien. Voilà. Et ici, ça c'était pour le code qu'on avait fait ensemble, non pas sur les collisions, mais c'était le fait de pousser et de relâcher avec la souris. En fait. Donc ici, on rajoute une variable. Désolé, je me trompe, je suis un peu fatigué aussi. Donc basiquement ici, on était dans le pousser-relâcher apparemment, dans le script de pousser et de relâcher avec la souris. Celle qu'on a fait dans la vidéo précédente. On a rajouté une variable, on a rajouté le is qui permet de savoir quel est son état, et on rajoute le set qui permet de le définir. Alors pareil, hein, du coup, ici il me manquait des petits événements au-dessus. Donc je vais les remettre dedans. Magnifique. Plutôt que de les avoir ici dans le input event, je fais juste que on change la valeur et la valeur nous permet de savoir qu'il y a un truc qui a changé. C'est juste que je nettoie un petit peu le code pour qu'il soit un peu plus propre. En gros, si je dois résumer. On refait ce qu'on a réussi à faire précédemment, c'est juste qu'on le refait pour un autre script. Désolé, je plage. Ok, bah, on l'a fait pour notre magnifique souris, on le refait pour Collidable, c'est-à-dire ici on a notre tableau, on a isPress, voilà, on a isOnode est supérieur à 0, ça veut dire qu'il est poussé, et en fait plutôt que de refaire une deuxième où je fais la même chose mais en disant que c'est égal à 0, je dis bah, l'inverse de ce qu'on a ici. Donc est-ce qu'on a des éléments qui sont en train de toucher notre zone 3D? Si oui, on pousse, sinon ça relâche. Tada! Donc celui-là, il n'y a même pas besoin d'une variable vraiment qui dit que c'est en train de toucher ou pas, en soi. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a ça, mais il nous reste à tester que ça marche, hein. Donc on a une zone qui est théoriquement cliquable, d'accord, qui est là-bas, avec le petit script qu'on a rajouté dessus et tout. On a une petite démo, on a le truc. Qu'est-ce qui se passe si je fais play? Et bien si je fais play, dans la bonne scène, hein, parce que là il faut qu'on fasse une sorte de scène de démo pour notre bouton touchable. Alors, voilà.
Alors, quitte à devoir faire une scène de démo, je me suis dit, bah, autant changer directement l'objet et aller voir dans cette scène qu'on a fait ensemble avec les 3 boutons. Miaou. Ouais, j'hésitais beaucoup, j'étais en mode, est-ce que je fais une petite scène personnalisée pour ce truc-là? Ou est-ce que je fais une scène de groupe? Ou parce qu'on commence à tomber sur un endroit où on mettrait bien les choses ensemble. Donc là, je fais une petite scène, voilà. Dans cette scène-ci, je rajoute une caméra, une lumière, pom pom pom. Je rajoute mon touchable qu'on était en train de faire ensemble. Voilà, magnifique, on a un bouton, c'est isolé, on n'aura pas 36 000 problèmes. Testons si ça marche. On dit que c'est notre scène actuelle. Voilà, et alors là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que mon bouton, il est déjà poussé. Pourquoi il est déjà poussé? Je vous ai dit, un area, ça détecte la collision avec les autres areas. Mais on n'aurait pas deux areas dans notre objet 3D? Bah si, on a celui qui permet de détecter le bouton de la souris, et celui qui permet de détecter la collision avec un objet 3D. Donc il y a deux, il y en a deux, donc ils se touchent. Donc il faudrait pouvoir leur dire, ben non, vous touchez pas. Et ça, c'est le sujet de la vidéo suivante. Bon, en attendant, pour vérifier que ça marche, ce qu'on peut faire, c'est on supprime un objet, puis on vérifie que ça marche, puis on supprime l'autre et on vérifie que ça marche. Donc ici, je fais un peu toute cette scène-là, voilà, je rouvre notre scène à nous, hop, 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 je vais dans l'objet, admettons, je supprime le collider, donc là, on devrait pouvoir cliquer, mais pas toucher. Donc je clique, ça marche. Je remets mon collider pour voir ce que ça donne. Voilà. Je supprime le clic, je mets une zone bidon pour faire un test, je mets la zone bidon sur le truc, et tada, ça clique. Vous voyez, on a juste rajouté ici une zone bidon, juste pour voir si ça marchait. Là, il est dedans, donc ça devrait le toucher. Je l'enlève, je fais play, et du coup, c'est bon, on est bon. En gros, basiquement, attends, je reviens en arrière, je suis peut-être allé un peu vite. On retire le fait de cliquer, donc là, on n'a qu'une seule zone. Voilà. Je rajoute une area quelconque, pouf. L'area pour fonctionner, elle a besoin d'un collider. Voilà. Là, pour l'instant, si je fais play, le bouton il n'est pas enfoncé. Bah oui, vu qu'il n'y a pas de collision. On le met dessus. Là, il y a une zone qui touche ma zone à moi. Donc, il est enfoncé. Donc, on peut montrer que ça marche. Donc maintenant, quel est le sujet qu'on va devoir aborder? Bah, c'est le sujet de comment on fait pour ignorer les collisions entre deux objets 3D. Et ça, c'est ce qu'on appelle des layer masks, des groupes et des scripts de tag. Et ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. A tout de suite.